L'Overval, dans la région de Charleroi, un dimanche d'été. Des dizaines de touristes déambulent dans les rues. Un comédien dans un parc interprète Al Capone, un des personnages emblématiques des années 20 et 30. Giorno, je m'appelle Alfonso Gabriele Capone. Je suis né à New York en 1899. Mon père a été barbier, ensuite caissier. Sans doute lui qui m'a donné le sens du commerce. Ma mère portait le nom d'une sainte, Teresa. Elle était très pieuse, très croyante. J'ai débuté très tôt dans les affaires. On m'appelait bien le Bond, les éventeurs de Brooklyn. On m'appelle aussi Scarface. Ça veut dire le balafré. Cette balafre, je l'ai eu cool de Nelix dans le Bronx alors que j'étais videur. L'art déco est à la mode. L'architecture d'après-guerre est en rupture complète avec l'art nouveau dominant avant le premier conflit mondial. Durant ces années-là, on veut oublier la guerre. En Belgique et dans le nord de la France, il faut reconstruire, parfois des villes entières, comme Reims ou encore Ypres. En 1925, au son du Charleston, on inaugure le Salon des Arts Décoratifs à Paris. C'est le triomphe de l'Art déco. Ce style connaît deux périodes. Dans les années 20, les architectes sont encore influencés par l'Art nouveau. Le vitrail, par exemple, montre des décors tantôt figuratifs avec des motifs représentant des fontaines ou des corbeilles de fruits, tantôt des motifs plus abstraits basés sur des compositions géométriques. Et puis les années 30, c'est l'apparition du fameux style paquebot. Dans la banlieue de Charleroi, le village de l'Overval est au milieu des années 20 transformé en lotissement. Des architectes de prestige vont y étaler leur imagination. Le plus emblématique, Marcel de Pelsener. Influencé par les architectures hollandaises et anglaises, il emprunte à la première les ondulations de briques et les bestiaires d'animaux en pierre, et à l'autre simplement le côté très cosy. Il conservera ses influences jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Ainsi, une de ces nombreuses constructions auvervalloises domine les lacs du village. La fée du logis nous l'a fait découvrir. Alors nous sommes ici dans une maison art déco à l'allée des Templiers à l'Overval avec Marianne. Alors Marianne, elle date de quand cette maison? 1956. Elle a été construite par Marcel de Pelsener qui était encore influencé par l'art déco. Particularité, beaucoup de pièces, c'est très cocooning. C'est ça, beaucoup de petites pièces retirées, des petits recoins, beaucoup d'irrégularités par moments dans les murs et dans les maisons, vous verrez ça plus haut. Et charmant, en général assez charmant, cocooning, c'est le bon terme, oui. Il y a de petits défauts, si je puis me permettre. Par exemple, l'entrée. Vous arrivez, c'est un couloir énorme, avec une petite cuisine assez minuscule. Donc il y a cette notion d'accueil, je suppose, qui à l'époque était assez importante, je crois. Le couloir devait être grand, représentatif d'une grande maison d'une certaine manière. Donc ça, c'est un défaut. Il y a des murs courbes, mais que j'adore, moi, personnellement. Je suis un peu dans l'influence Unterwasser, Gaudi, etc. Et j'aime beaucoup cette notion de courbe, mais ça peut parfois être pas très pratique d'un point de vue ameublement, etc. en fait. Mais sinon, non, je ne vois pas d'autres défauts. C'est des gentilles petites maisons habitables, beaucoup de petites pièces, d'accord, mais ça permet des aménagements divers en réalité. Étonnamment construit le long d'une paroi rocheuse qui est située au sud, ce qui est assez étonnant, mais en plein milieu des bois, les
l'époque. Il y avait pas le parking, c'était les bois en fait, un petit étang réel là en bas. Et donc oui, de fait très cocoon, avec la petite maison de pensionnaires également située à côté. Alors Marianne, on vous dérange dans votre travail, là, on est à l'étage, il y a 4-5 pièces, des petites pièces hein, comme ça, c'est assez typique. Hein. Oui, et tout l'espace est utilisé en fait. On a l'impression qu'il veut multiplier le nombre de petits endroits, de petites chambres à exploiter sur une surface la plus petite possible en fait. Oui. C'est ce qui vous a séduite aussi. Hein. Exactement, exactement. Il me fallait une pièce relativement grande en bas pour recevoir une famille importante et puis au-dessus des petites pièces pour pouvoir loger tout ce petit monde avec une certaine intimité en fait. Le sol, le parquet est d'origine? Je crois. Il avait été recouvert de balatum et d'égaline. Et en fait, on a cassé ce balatum, cette égaline. Ils avaient estimé le parquet fort abîmé, mais je trouve que ça rend tellement le charme à la maison que j'ai préféré le récupérer. En fait. Alors, ce qui est assez marrant, vous avez construit un escalier pour pouvoir aller dans le grenier et dans les marches, vous avez installé des tiroirs. On exploite tout l'espace qu'on peut, en fait, oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est tellement petit. Et pour pouvoir ranger, il n'y a pas tellement d'espace pour des armoires. Ici, j'ai dû rajouter des étagères, mais il n'y a pas tellement d'espace dans ces petites pièces pour des armoires. Donc, on exploite ce qu'on peut, en fait, oui, exactement. À quelques mètres de là, une autre bâtisse. On la doit à un des frères Le Borgne, Henri Le Borgne. Dans la lignée de son frère Marcel, Henri puise son inspiration dans le style hollandais. Ici, pas de petites pièces, non. Place aux grands espaces. Paul Van Ness, vous êtes l'heureux propriétaire de cette maison qui date des années 30. Quelle époque à peu près ici? 1933 exactement. Alors c'est une maison un peu particulière, elle a été construite, elle a été en fait, l'architecte c'est Henri Le Borgne, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait, oui. Alors particularité peut-être de cet architecte, il aimait bien l'espace. Il aimait bien l'espace et effectivement, vous avez peut-être vu déjà des vues de l'intérieur. Les espaces au rez-de-chaussée sont très grands, à l'étage aussi, mais le salon est particulièrement grand. Ce qui me frappe aussi, ce sont les marbres. Ah oui, là, la maison est remplie de marbre. Dès le hall d'entrée, vous avez de très beaux marbres aussi bien au sol que sur les murs. Et alors dans le living, il y a aussi une partie en marbre, notamment ce qui la rehausse du côté de la salle à manger. Il y a aussi une particularité, notamment dans un coin de la pièce, on a un petit espace, on a l'impression que c'est la passerelle d'un bateau. Oui, alors ça c'est une caractéristique de Le Borgne, effectivement. Vous verrez d'autres maisons, il y a aussi effectivement toujours comment vais-je dire, ces bastingages de bateaux. Alors particularité, la cuisine, elle est encore en grande partie d'époque. Hein. La cuisine est d'époque, en tout cas tous les meubles en bois sont d'époque. Nous n'avons changé en fait que le pavement et bien sûr la peinture. Quoi. La particularité de cette cuisine, c'est du solide. Ah, c'est du très solide. Mais nous avons quand même refait simplement, nous avons remis un marbre enfin du travertin en fait, sur le plan de travail. Oui, alors justement, il y a une petite table de travail, c'est aussi un détail d'époque. Hein. Tout à fait, dans le coin cuisine, du côté donc des placards, il y a un petit plan de travail qui existe toujours. Et puis il y a la cage d'escalier qui monte vers la chambre, c'est très large aussi. Très large. Effectivement, c'est très large. Et là, vous verrez que le bas de l'escalier est tapissé de faïence verte. Alors, il y a la façade aussi. Hein. Ah, la façade. On voit tout de suite que c'est le côté art déco. Oui, surtout grâce aux encorbellements de la façade, effectivement. On le voit directement. Oui. Vous regrettez pas cet achat? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Lorsque nous sommes venus ici, il y a une dizaine d'années, c'était en plein hiver, il pleuvait. On avait dans l'idée de construire, on cherchait plutôt un terrain. Et puis nous avons vu cette maison, on était pressé en fait de déménager. Et j'ai un beau-frère qui m'a dit, mais enfin tu peux pas rater ça, c'est vraiment une maison qui a du cachet, etc. Et c'est plutôt lui qui nous a poussé à la séduction, je vais dire.
Et en 2009, les œuvres de Marcel de Pelsener, de Marcel et Henri Le Borgne continuent de fasciner les nombreux touristes. Bonjour. J'adore quand on parle le wallon dans Gerpine parce que c'est la langue, la première langue dans Gerpine. Mon rapport avec la langue wallonne, c'est venu un peu tard car chez mes parents, il n'était pas question de revenir avec un wallon à table ou dans une discussion quelconque. Ah, c'était Mon grand-père, forcément, parlait en wallon. Donc oui, je comprends. Je ne le parle pas, on ne le parle pas, c'est vrai que... Ouais. Mais, je dis on ne le parle pas, si avec ma fille, parfois il y a des mots en wallon qui reviennent comme ça spontanément, quoi. Donc, ouais. Chez moi, par exemple, j'ai toujours parlé wallon avec ma maman. Mon papa, ça dépendait des jours. J'ai fini mes études, et c'était à Onchred, mon cas. Et je parlais français. Et il y en a un qui m'a dit là-bas, c'est causer comme on vous a appris. Donc j'ai été obligé, parce que là, Onchred c'était l'entretien, donc il faut toujours quelques petits ficelles, comme on dit. Et si je n'avais pas fait ça, mais j'étais de côté. Il ne peut pas faire le wallon qu'en français, mais il à l'école. Parce que dans le temps, il y avait 50% de la population qui n'allait pas à l'école. Pour commencer, qui n'avaient pas les moyens. Pourtant, ils ne parlaient pas grand-chose. Un ardoise de l'ardoise, alors, avec un tour en bois. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était ça, un crayon qui ne se crayonnait tout côté. Il fallait l'ardoise pour se crier dessus.
et puis un livre, le premier livre, hein, ABCD, hein, et le premier livre de lecture, c'est tout ce qu'on avait, mais on n'avait pas les moyens. Il y avait 50%, je dois dire, qui n'allaient pas à l'école. Le wallon, c'est une très belle langue qui, malheureusement, qui n'est plus apprise dans les écoles. Bonjour Medja et au revoir Medja. Ce qu'on faisait, on nous interdisait de parler wallon à l'école. On a été interdit de wallon, je vais dire, il y a 50 ans d'ici. Et je crois que le wallon, c'est une langue de chez nous. Parce que bon, maintenant c'est vrai que je suis de descendance italienne, mais je me sens wallon. Maintenant, je suis belge, je suis naturalisé, je suis belge, mais je me sens wallon. Et avec le wallon, je pense enfin, moi personnellement, j'ai plus facile d'extérioriser certaines choses que le français. Le français, c'est une langue trop précise. Un wallon, c'est un langage comme l'italien, c'est beaucoup plus imagé. Et alors, on arrive à faire passer à travers ça, ne fût-ce que des intonations de wallon, de faire passer autre chose que ce qu'on ferait passer en français. C'est pas du tout la même chose. Je le comprends. Je ne le parle pas spécialement, en tout cas pas bien, ça c'est sûr. Maintenant, oui, il y a des mots parfois comme ça qui t'échappent en wallon, mais voilà, je pense que ça, c'est un gros souci, c'est que nous sommes en Wallonie et on ne donne pas de cours aux enfants. Pourquoi? Alors que nous sommes wallons. Au départ, ça n'a pas été évident de comprendre le wallon, mais ça, je m'y suis mis. Et j'ai dû un petit peu me calmer sur mon français, parce que ça ne coordonnait pas. C'est-à-dire que le français, il y avait des mots, des expressions que moi je disais, hein, et il fallait que je comprenne les expressions wallonnes. La première personne qui est arrivée, ben, elle voulait un sac de beignets. C'était un sac d'ron noir dans un sacho en papier. J'ai déjà bien répété. Si tu veux. Alors, ça a été très difficile pour moi d'y arriver. Alors, même feu, il y en a aussi, il y en a toujours aussi. Où? Alors, j'ai dit, montrez-moi, madame. Alors, du coup, elle m'a dit, ben voilà, un feu, en dessous, là. Alors, du coup, j'ai trouvé que c'était un sac de boulets. Et on avait un ouvrier qui venait travailler en vélo, et de Harsieur, le papy de Philippe Sieur. Et il parlait tout le temps wallon avec nous, hein, et on avait des plaisirs avec lui qu'on ne le comprenait pas, il était gentil cet homme-là. Toujours français c'est bien, c'est une langue officielle, c'est une langue de l'école, mais il faut que vous ayez quand même votre langue maternelle aussi, hein, en jeu, parce que si vous ne parlez plus, alors vos enfants ne parleront plus, finalement la langue risque de se perdre comme ça. Donc il faut de temps en temps parler et raconter à vos enfants comment ça s'est passé. Donc voilà un peu ce qui se passe chez nous, parler chez nous. Donc nous, c'est vrai qu'on a une langue officielle, mais cela ne nous empêche pas de parler nos dialectes. Donc c'est ça qui fait que jusqu'aujourd'hui, moi je parle de temps en temps. Avec les enfants ici, on essaie de... Ils ne parlent pas comme s'ils étaient au pays, mais ils parlent quand même, ils connaissent. Quand on parle, ils comprennent. Bonjour Medja et au revoir Medja. Ah oui, ça... J'ai évolué toute ma vie au folklore, c'est le cas de le dire, parce que j'ai quand même 63 ans et c'est une marque. Dans une Pentecôte ou n'importe quelle marque, il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour être sérieux. Alors, j'ai toujours appris mes élèves comme ça. Et j'ai fini ma carrière avec mes élèves, 10 élèves ici, qui ont compris ça. Quand on est ensemble, on n'est pas là pour pleurer. Mais quand c'est la procession, surtout la procession, c'est le calme le plus complet. Partout où j'ai été. Je pense il n'y a que les Gerpinois qui peuvent comprendre cette relance. C'est un peu ce que je rencontre au salon et qui parfois me donne un peu les cheveux qui redressent, parce que tout ce qui vient de l'extérieur comme ça, les gens qui sont de l'extérieur ne comprennent pas l'ampleur
la pancope peut prendre, enfin cette langue même. Mais je crois qu'il faut dire pinois pour comprendre ça quelque part. Maintenant, oui, moi je me considère comme une Girpinoise, ça fait quand même 43 ans que j'y habite. Très surprenant et on disait que les gens étaient fous ici. On ne connaissait pas ça, on n'avait jamais vu. Et les premières années, ils passaient sur la cour quand ils allaient chez Justin, parce que Justin était du comité. Et les marcheurs passaient dans la cour et on était là, on regardait comme des folles. Et après, ben, on avait chaque garçon et ils se sont mis à marcher. Et ils marchent toujours, malgré qu'ils n'habitent plus à Gouny. Ouais. Je cotise à la marche, mais je ne participe pas. Ah. C'est pas... Je ne sais pas, ce n'est pas mon style et mes gosses n'ont jamais été marcheurs. Ah, c'est bien ça, Pierre est bien assez pour savoir. Mais les petits-enfants, oui. Oui, ça a sauté de génération. Ce qu'il y a, moi j'ai commencé, il y avait la Pentecôte, ça c'est quelque chose de mortel dans les villages. Hein. C'est, bon, où tu passes, où tu casses, c'est un ou l'autre. Bon, ben, moi je suis tombé dedans, j'avais 6 ans, et bon, j'y suis encore, quoi. Et c'est la tradition, c'est comme ça. Et quand tu as commencé, une fois, 2 fois, et après, bon, ben, après tu te dis, bon, c'est une 3e, et puis une 4e, et puis ça c'est comme les chopes, hein. Et là c'est la vérité. Tu commences par la première, et après c'est la 2e, et la 3e, et une fois que tu es tombé dedans, ben, tu restes, quoi. Tout ce qui bougeait, j'étais là, sauf la marche. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de sympathie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de sympathie pour la marche. Hein. Au contraire, j'admire ceux qui font la marche. Et je suis uniquement ouverte, et pas ouverte, mais uniquement action, quand c'est le moment de l'Overval. Par exemple, pour le cassage du verre, je vais préparer le local, on prépare la salle, je fais les courses pour les soupers, je m'investis beaucoup pour la marche à Tubert de l'Overval. À Aimier, on est vraiment derrière tout le monde dans la cuisine, tandis qu'à l'Overval, vu le groupe des femmes, les 2 groupes de femmes, nous sommes au cœur de l'action. La Pentecôte, pour moi, c'était sacré. Parce que j'ai fait le tour de la région. J'ai fait le tour de la région aussi. On a le chauffeur, on allait. Mais je racontais une phrase que Jules d'Avester m'a tout aidé. On marchait à Montréal. Alors on a arrivé à des chefs de pièce. Et il me dit, je suis la René de ce que tu veux. Mais après le parcours, il n'y a plus rien. Je n'ai pas de contact avec le folklore gerpinois. Je ne le côtoie pas, je ne le subis pas, je le regarde parce que je suis dans une maison située en face d'une petite place où il y a les réunions, le tir machin, je ne sais pas comment ils appellent ça, et j'admire ces gens qui sont courageux par le soleil, par la pluie, à circuler sur les rues de Gerpine. Les marches. Parce que je marche depuis que je suis tout petit, j'avais 2 ans et demi. J'ai commencé avec mon papa, parce qu'il jouait de la musique, avec l'harmonie Saint-Michel de Gerpine. Je n'ai que la pêche, comme Dada. Il y a vraiment que la pêche. Des petits pêchés où chute le Niagara, par exemple. C'est dans le cas qu'on rentre le lundi de Pentecôte. La parole est tambour-major, dans l'église, avec toutes les batteries, puis ils font ça. Mais ni du fait tous les saints, parce qu'on ne sait jamais de qu'est-ce qu'on a dans lui. On a fait quelques pas avec eux, mais ça a été juste. C'est un peu l'originalité, les gens sont... c'est très émouvant, voilà, c'est très émouvant, c'est captivant, hein, et puis il y a toute une histoire derrière, et puis ça fait... c'est très beau. On sentait quand même... Les gens ne nous connaissaient pas encore à cette époque, hein, mais ils venaient vers nous, hein, pour nous demander nos impressions, pour demander comment est-ce qu'on trouvait... Non, c'était super.
Et disons que le fait d'intégrer la population de Gerpine m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis d'aller prendre une petite tasse de café à gauche et à droite, de connaître les gens de Gerpine. Et je trouve ça un beau village. Non, on y est bien. Sans tabou, tu vas dire à la ferme, tu vas chercher ton lait, tu vas chercher du beurre, tu vas dire bonjour à Germaine, dire bonjour à Fernande, et on te laisse, mais seulement on te donne des laps, un temps. Par exemple, tu reviens dans une demi-heure, et pendant la demi-heure, comme c'est dans le petit village, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il faut admettre que les personnes âgées, on ne s'en occupe plus suffisamment assez. Dans le temps, bon ben, c'était les enfants qui s'occupaient des parents. Mais ce temps est révolu, il n'y a rien à faire, tu peux faire ce que tu veux. L'un a ses problèmes, les enfants travaillent, mais il y a... Et puis, moi je les ai toujours bien aimés, je le dis carrément. Pour rassembler non seulement les familles, mais aussi les jeunes, parce que je me rends compte que finalement, pour les jeunes, hein, bon, ma fille a 13 ans, il n'y a pas grand-chose, donc il y a beaucoup de choses à faire. Les Italiens restaient, je ne vais pas dire comme les Arabes maintenant, mais ils restaient très liés les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la langue, il y avait le pays, il y avait énormément de choses, et voilà. Et chez moi, on parlait italien, que nous, on répondait en français. C'était tout à fait différent. Mais mes parents ont toujours parlé italien entre eux, et voilà, mais on ne parlait pas français chez nous. Les parents posaient les questions en italien et nous répondions en français. D'abord, c'est avec l'environnement immédiat, nos voisins immédiats. Avec eux, nous avons de très bons rapports. Parce que de temps en temps, quand on se croise, on se parle, on se visite. En tout cas, ça se passe super bien. Ils sont contents de nous, on est contents d'eux. On a des super voisins, avec eux, ça se passe très bien. En ville, bon, les gens on vit plus une communauté d'individualistes. Alors que l'union fait la force, hein, on dit, mais oui, c'est un peu dommage de laisser comme ça les gens à l'écart. Alors que à Ilmier, on dit que hein, c'est la grande communauté. Moi, je ne me sens pas dans cette communauté-là. Au contraire, je me sens exclue. Donc voilà, j'ai un très bon rapport avec les gens, voilà, le voisinage proche, mais par contre, quand il y a un événement sur la place, voilà, on est un peu mis à l'écart, donc c'est un peu dommage. Ma vie dans le village, c'était une vie comme tous les petits villages, tranquille. Il n'y avait pas de disputes réelles. Tout le monde était cordial. Il y avait trois petits magasins, il y avait l'école, il y avait l'église. Tout le monde s'entendait. Mais une femme seule, ça ne plaît pas. Apparemment. Oui. Entre enfants, tu sais comment ça va. C'est la vérité, ça peut blesser, mais bon, un enfant, c'est un enfant. Et ça dit ce que ça pense, et alors on était souvent traités de macaronnés ou de trucs comme ça. Il y avait une ségrégation, quoi. À Charleroi, moi j'ai des photos de Charleroi, pas moi qui les ai faites, hein. Mais il y avait des pancartes, il y avait des panneaux à certains cafés ou certaines choses, interdits aux chiens et aux Italiens. Hein. Oui, mais bon, je dis, on a la chance d'habiter à la campagne. Bon. L'environnement, super. Voilà, encore, je vais dire, c'est encore un milieu relativement rural. Donc, on ne peut pas dire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une génération qui est partie de la campagne pour aller vers la ville dans les années 50 et 60. Pourquoi? Parce que les moyens de locomotion, on se rapprochait de son travail. C'était l'industrie, c'était le charbonnage, c'était la sidérurgie, c'était beaucoup ça. Il y avait énormément d'entreprises qui travaillaient pour ces deux... Enfin, pour les charbonnages et la sidérurgie. Il y avait énormément d'entreprises satellitaires qui travaillaient et énormément de personnes qui travaillaient pour ça. Donc, on est parti des campagnes pour aller vers la ville. Et maintenant, ce qui se passe depuis 15-20 ans, c'est que
la génération suivante des enfants, ces gens-là qui étaient partis de la campagne, reviennent à la campagne. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent avec leur mentalité de la ville. Alors, ils ne s'intègrent pas, ou ne veulent pas s'intégrer, il faut aller les chercher, il faut le... Bon, il y a une minorité qui se fond dans la vie du village, et ainsi de suite, mais le reste, malheureusement pas. Ben écoute, je me suis fait adopter tout de suite. C'est-à-dire que ma façon, bien sûr, de parler, de dire bonjour, c'est surtout une chose qu'il faut faire, c'est de s'intégrer dans les gens. Il ne faut pas que les gens viennent, il faut aller vers eux. Bon, il ne faut pas avoir peur de dire une blague, il ne faut pas avoir peur aux enfants de leur parler, de leur dire, bon, j'ai un prénom, c'est vrai que tu es français, c'est vrai que tu t'appelles machin. Bon, j'ai dit, écoutez les gamins, vous n'allez pas me faire ça, hein. J'ai un prénom, vous m'appellerez par mon prénom. Bonjour Medja, et au revoir Medja. Un rêve. Oh, un rêve. Je n'ai plus de rêve, non. Mes rêves sont passés. Rêver de faire quelque chose maintenant, non. Je n'ai plus l'esprit d'entreprise. Eh, oh, 85 ans dans 3 mois. Ok. Le rêve aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui succède à un mois plus tard, de continuer l'exploitation familiale. Maintenant, Dieu sait l'avenir, comment ce qui sera fait. Un coup de gueule. Que les politiques européennes nous entendent et qu'elles changent leur politique le plus vite possible. Le rêve. J'en ai pas. Ce qu'il faut faire attention, je ne dis pas que, parce que voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas justement rentrer peut-être un peu trop dans ces tripes de grandes villes, enfin de villes en tout cas. J'aimerais quand même que notre Gerpine reste notre village. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est quand je vois un peu tous ces bâtiments qui montent, etc. Un de mes rêves, c'est de pouvoir constituer une marche dans Gerpine. C'est-à-dire reprendre soit un comité de marche, ou alors créer une nouvelle marche dans Gerpine. L'amour, ben écoute, il y a 57 ans passé que je suis mariée. À l'âge de 14 ans, j'avais dit que je marierais mon innocent mari. Pour moi, l'amour, c'est, premièrement, c'est le respect. C'est tout. Ce n'est que ça. On était très unis, malgré que c'était un Polonais émigré. Hein, on parle des migrants, mais moi j'ai épousé un émigré, hein, je regrette, hein, et émigré politique. Et par hasard, bien sûr. Et ma mère ne voulait pas que j'épouse un étranger, parce qu'elle imaginait déjà qu'il n'y avait pas le mur de Berlin, donc j'allais m'expatrier en Pologne. Je n'aurais jamais été en Pologne, je ne comprends rien du polonais, et je n'ai pas appris le polonais sur l'oreiller, c'est pas vrai, hein. Lui. Alors, comment dire, alors bon, on a fait un très beau ménage, on a eu 3 garçons, on a été très heureux. Évidemment, un mois après sa prépension, il a fait un AVC et je l'ai soigné 17 ans. Oui. C'est ça l'amour. Et c'est ça et j'en rêve encore. J'aime les gens, hein, je viens vers les gens. J'aide spontanément les gens, alors que je suis moi-même dans la difficulté, mais c'est vrai que si je vois quelqu'un, voilà, ma fille a 13 ans, donc il y a des fringues qui traînent, voilà, et je donne, ça c'est quelque chose, c'est essentiel pour moi de donner, voilà. Je reçois pas toujours, mais ça c'est pas grave, mais donner, oui. L'amour c'est plein de choses, c'est savoir donner et savoir recevoir en échange. C'est ça l'amour de Gerpine. On dit un bonjour, on dit un au revoir, on dit ça va. Au moins on parle, on lance un dialogue, on lance quelque chose. C'est quelque chose de magnifique. Je dis ce que je pense. On venait enregistrer ça. Bonjour Medja. Et au revoir Medja.
ça, de libération d'île Vervaux en 1944, tout le monde est au courant. Mais ce que vous ne savez sûrement, c'est que quand les Américains sont arrivés, eh bien, ils parlaient wallon. Sorry, sir. I've lost our way. Les haies! Ici, 3 days. Oh, 3 days? Why 3 days? Aïe! Les haies! Il parle wallon. Mais que tu binouches! Ocean? Yes, ocean. We've crossed the ocean to come here. Of course. Course? T'es venu faire tes courses? Mais non plus ramendu. Major? Oh, the major. I don't know where it is. Ouais, ça m'a dit, mais non plus where, hein? Germans? Far? Vous avez des problèmes à vous faire? Yeah. Réparer, hein? Garage. Par là. Thanks. Let's go. Eh ben ça, à full wallon, hein, on va partout.